Mes chers abonnés, bonjour et bienvenue sur le Micro des Mystères, votre rendez-vous incontournable où l'actualité, l'histoire et les vérités cachées se rencontrent. Démocratique pour donner une nature démocratique. Elle n'est pas possible. C'est le parallélisme des formes. Vous avez une assemblée qui était en fin de mandat et qui, selon les textes même, ne pouvait pas prendre de telles décisions. Vous avez une constitution qui mettait clairement que des dispositions ne peuvent être changées que par référendum. Et vous l'avez quand même fait en contrebande. Comment est-ce que vous pouvez dire que cette contrebande va apporter la démocratie? Hein? Pour taquiner mes frères, c'est comme quelqu'un qui arrive au pouvoir par coup d'État et fait une constitution pour dire que les coups d'État sont un crime imprescriptible. Arrêtez ça. Hein? Effectivement. Alors, si le Parlement ne contrôle pas l'exécutif, qui contrôle réellement le pouvoir aujourd'hui? En réalité, cette constitution a été faite pour répondre à une volonté de Faure Gnassingbé. Donc, à partir de ce moment, cette constitution répond à Faure Gnassingbé. Et tout ce qui en découle est de la volonté de Faure Gnassingbé. C'est toujours au nom de cette même constitution de contrebande qu'il a décidé de l'exemption de visa sur un coup de tête. Il est seul maître à bord. Oui, Ricard. Ce que dit moi, la lecture que je faisais de la 5e République, c'est que dans la 4e République, Faure, comme on dit, gouvernait, sinon présidait le Togo, comme dans la 5e République. En fait, on devait lui adapter la constitution par rapport à son mode de vie, parce que dans la 4e, il était censé rendre compte au peuple togolais, ce qui préconise la constitution de la 4e République. Il ne le faisait pas, il voyageait, en fait, le monsieur, je veux tous les pouvoirs, mais je ne fais rien. Voilà, bon. Et donc, je pense qu'ils ont su trouver une constitution à son mode de vie, qui est la 5e République, et surtout, du moment où il quittera le PC, bah, il reviendra sénateur et donc il ne sera pas poursuivi. Donc voilà, bon. Et en fait, en gros, ils ont su adapter cette constitution-là à tous ces sénateurs-là qu'il a eu à nommer. Et après leur comment on dit, soit ils vont mourir sénateurs et ils vont jamais être poursuivis. Donc voilà, bon, moi c'est ce que j'ai fait comme lecture. Même le sénateur, il a un mandat, donc ça veut dire qu'ils ne vont pas mourir sénateurs. Vous comprenez? Peut-être que certains vont être vivants jusqu'aux prochaines nominations et on va les remplacer par d'autres. Mais le fond dans toute cette affaire qu'il faut retenir, c'est que Faure Gnassingbé, premièrement, ne voulait plus entendre parler de limitation de mandat et secondo, ne voulait plus prendre le risque d'aller à une élection après son expérience de 2020 avec Agbome Kojo. C'est les deux éléments. Et donc, ces juristes intelligents et faussaires ont apporté cette solution, alors qu'après, ils ont réalisé que ce n'est pas la meilleure, c'est pas du tout la meilleure. Vous voyez? On voit très bien et plutôt très clair. Alors, Papa Kadija, à quoi sert une constitution innovante si les contre-pouvoirs, notamment la justice, les médias, la société civile, ne sont pas pleinement autonomes? Oui, mais aujourd'hui, je vais citer Grace, qui nous rappelait ce que le procureur lui a dit. Vous comprenez un peu dans quoi on est? Si la justice togolaise est devenue une arme de, comment on appelle ça, retalier, j'ai oublié le mot en français. Représailles, non? Oui, je pense, oui, c'est représailles. Si le procureur maintenant
utilise la justice pour régler des comptes à des gens qui ont des divergences politiques avec le gouvernement, comment est-ce que vous pensez qu'on peut parler de justice au Togo? Quand vous prenez des magistrats qui, en réalité, sont tous devenus des carriéristes, des bitosards, comment est-ce que vous pouvez parler de justice au Togo? C'est ça les réalités. Aujourd'hui, combien de Togolais font confiance à la justice? Pratiquement peu. Et surtout, quand c'est un problème politique avec le pouvoir en place, tu es d'office condamné. Et quand c'est un problème non politique, c'est parfois la corruption qui dit le droit. Donc, dans ce contexte, il est difficile aujourd'hui que les Togolais puissent se retrouver dans cette constitution. Et sans vouloir chercher à faire de choses, je vais peut-être lire encore un extrait au hasard de notre bien-aimé Adama Koda, qui dit: en second lieu, la démocratie et par conséquent le constitutionnalisme africain doit être indissolublement lié à l'idée de liberté. Telle est la position unanimement partagée et défendue dans la littérature constitutionnelle africaine. Sa définition élémentaire, gouvernement du peuple, n'a ici une importance que si l'on considère ce qu'elle exclut, le pouvoir d'un gouvernant qui ne procéderait pas réellement du peuple, comme c'est le cas en matière de fraude électorale. Cette idée fait ressortir la démocratie comme un système de gouvernement qui repose sur la liberté dans les relations de commandement à obéissance inséparable de toute société politiquement organisée. Mais il existe différentes conceptions de cette liberté. La démocratie apparaît bien comme le régime de la liberté politique parce que l'autorité est fondée sur la volonté de ceux qu'elle oblige. Entendu ainsi comme un instrument de la liberté, la démocratie véhiculée par le constitutionnalisme apparaît inséparable de la philosophie libérale. Les droits qu'elle protège sont des facultés que l'individu doit à sa nature. Il lui appartient de les réaliser. Tout le système gouvernemental des États d'Afrique noire francophone doit donc être aménagé de manière que le pouvoir ne puisse entraver cette entreprise. En troisième lieu, le constitutionnalisme doit être un instrument de la justice sur le plan des valeurs. Il vise l'introduction dans la société de la justice qui empêchera la liberté d'être le privilège de quelques-uns, souvent les gouvernants et leurs protégés. La liberté ici est perçue comme une conquête que doit réaliser le constitutionnalisme. Enfin, la démocratie est regardée comme garante du bien-être. Il apparaît évident que dans un monde où la masse des biens consommables est limitée, seul le pouvoir politique pourra empêcher leur accaparement par des privilégiés au détriment d'une masse démunie. L'objectif de la démocratie est alors d'assurer aux individus et aux groupes les avantages déjà acquis et de garantir leur participation aux bénéfices résultant de la croissance économique. On peut tenter une systématisation en considérant que les valeurs juridiques fondamentales du constitutionnalisme concernent d'abord l'interdiction de l'absolutisme et de la présidentialisation à outrance des régimes, la nécessité de résoudre les problèmes politiques par les mécanismes prévus par la Constitution, le besoin d'assurer l'alternance au pouvoir par les moyens constitutionnels de dévolution du pouvoir. Par ailleurs, il existe une responsabilité de la part des gouvernants de préserver la liberté des individus et de renforcer l'état de droit. Aussi, il y a-t-il une obligation pour les gouvernés d'obéir aux gouvernants. On admet avec la doctrine que la reconnaissance de ces valeurs par les constituants africains n'est pas une curiosité. En effet, l'abandon du présidentialisme négro-africain dans les années 90
qui s'est traduit par l'abrogation des anciennes constitutions et l'adoption de nouvelles, correspond au rejet des idées qui soutenaient la dictature et à l'acceptation de celles qui fondent le nouvel ordre juridique et politique. Ce nouvel ordre est conforme aux standards démocratiques. Ces règles juridiques, vectrices de nouvelles valeurs, doivent œuvrer au changement de système et le droit constitutionnel nouveau pourra de ce fait être regardé comme le moteur de l'évolution historique dans la mesure où il prescrit de nouveaux comportements et propose de nouvelles perspectives pour le développement des États. Mais que valent les valeurs sans leur apprentissage ou la culture? Tout est dit, me semble-t-il, dans cet extrait que vous venez de parcourir. Vraiment, il y a des contradictions assez énormes entre ce que disent nos soi-disant intellectuels, mais qui participent aussi à asseoir ce pouvoir autocratique, despotique, sanguinaire qu'est le régime de Faria Sangare. Effectivement. Nous arrivons au terme de cette émission et comme vous en avez l'habitude, Papa Kadidja, si vous acceptez, nous allons faire monter quelques auditeurs pour vous poser quelques questions avant de vous laisser aller. Et nous souhaitons avoir aussi l'aval de notre autre invité, M. Atakpama. Mes chers abonnés, restez à l'écoute, partagez vos réflexions et surtout, gardons l'esprit critique allumé. Le podcast continue et vous en êtes les véritables voix. À tout de suite.